Les premiers noms de l'affiche de la 3e édition du festival de métal Moselle viennent d'être révélés lors d'une soirée au McLaren's à Sarreguemines. L'équipe du festival a notamment dressé un bilan de la 2e édition de cette année. On a fait 2000 personnes par jour, 4000 personnes sur le week-end à peu près. Et on avait 20 groupes, 10 groupes par jour. L'édition, sur la 2e édition, on est aux alentours des 319 000. Voilà, avec un déficit de 20 000. Alors le festival a très bien été reçu, surtout sur la 2e édition, vu qu'on avait déjà une année d'expérience. Même pour les villageois à Insma, ils avaient moins peur, ils attendaient même le festival. Et puis au niveau des festivaliers, on a fait plus 38% par rapport à la première édition sur la 2e édition. Mais ça suffit pas encore pour arriver à zéro. Je rappelle qu'on est une équipe de bénévoles. Déjà, merci à eux, parce que sans eux, il y a 170 bénévoles sur le week-end au Moselle. Sans eux, ça n'existerait pas. C'est un système qui marche que sur le bénévolat. Et on n'y arrive même pas avec ça, quoi. Donc c'est dû au coût des artistes, au coût des infrastructures. Il y a 2 scènes, il y a beaucoup de logistique aussi. 9 groupes sont donc connus pour la prochaine édition, avec une nouveauté dans la programmation. Alors l'édition à venir, ça sera le 24, 25 et 26 juillet 2026. Donc nouveauté, 3e jour. On aura un petit vendredi qu'on va commencer à 18h et on terminera bien sûr comme d'habitude le dimanche sur les coups de minuit et demi, 1h. On aura 25 groupes, 5 groupes le vendredi, 10 le samedi et dimanche. Bien sûr, il n'y a pas tout qui est encore annoncé, il manque une tête d'affiche, une grosse tête d'affiche du festival qui sera internationale. Et encore pas mal de groupes pour le dimanche. Alors on espère plus de monde, bien sûr. On n'est toujours pas arrivé au sold out, au taquet de la capacité qu'on a à Insma. On est sur 3500 personnes jour. Autant dire qu'on a encore de la marge, vu qu'on est sur du 2000 actuellement. La billetterie en ligne est déjà ouverte. En fin de semaine dernière, les arts étaient à l'honneur à l'hôtel de ville de Sarreguemines à l'occasion du spectacle de danse du Conservatoire. Lors des 2 représentations proposées, le public a découvert les différents danseurs qui suivent des cours dans cet établissement, de la classe d'éveil musical 2 jusqu'à l'ensemble chorégraphique en passant par les élèves de toutes les années et de tous les cycles. 4 ballets étaient au programme, combinant chorégraphie moderne et classique, mais aussi théâtre et musique. Au début, les musiciens de l'orchestre impermanent étaient par exemple présents, un spectacle varié permettant aux proches de constater les progrès des artistes en devenir. La magie d'un Noël autour du monde. C'est le titre du spectacle inédit de la troupe Vocale Avenue de Hambach. Les choristes de Patrick Hubert ont donné de la voix à l'église du Blauberg à Sarreguemines. Ils ont proposé un répertoire composé de chants de Noël populaires, traditionnels, aux touches jazz et lyriques. Un tour du monde qui a transporté le public de la France à la Finlande, en passant par l'Irlande ou les Caraïbes. Ce concert sera retransmis en intégralité sur Mosaïque Cristal le 24 décembre dès midi. Et prochaine représentation pour Vocale Avenue le 14 décembre à Alberstroff.
Un nouveau service au salon Serafina Coiffure à Ypelin. Ouvert depuis 3 semaines, le Head Spa est le nouvel espace bien-être complètement nouveau dans la commune. Pour développer ce concept, la responsable du salon a recruté une esthéticienne, Ingrid, créant ainsi un nouvel emploi local. Formée spécialement à Clermont durant 2 jours, elle propose désormais un soin complet du cuir chevelu inspiré des techniques japonaises. Le Head Spa combine massage, détente profonde, stimulation de la circulation et soins du visage. Une séance dure environ 1 heure et favorise la pousse des cheveux, réduit le stress et la fatigue mentale. Un service en plein essor qui séduit déjà beaucoup de clients, notamment en cette période de fête où les bons cadeaux s'enchaînent. Après 1 an et demi de préparation, Serafina Coiffure offre ainsi un plus à sa clientèle en introduisant un rituel bien-être encore inédit à Ypelin. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Back vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, le village de Bethléem avec la crèche de Noël à la chapelle Sainte-Vérène a été monté pour la 31e fois. Cette nouvelle édition réalisée par 2 passionnés, Jean-Claude Gléron et Michel Veillant, a été dédiée à Denis Schoff qui était l'auteur de la programmation de l'électrification de ce village de Bethléem. Le village a été monté en 2 semaines par les 2 bénévoles. La crèche est visible les dimanches et les jours fériés ainsi que tous les jours du 21 au 31 décembre. Un accueil avec vin chaud aura lieu le samedi 27 décembre à partir de 11h. Est-ce que vous aimez voir ce genre de petit village dans les églises? Vous en avez même peut-être un chez vous? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, pour demain, le ciel sera à nouveau très couvert et une pluie fine nous accompagnera tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 10 degrés. Demain, nous fêtons les Romariques et il fera jour de 8h13 à 16h35. Passez tous encore une belle journée et à demain. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumbalé, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Plateau de charcuterie et fromage, panier gourmand et panettone. Pour des fêtes pleines de saveurs, découvrez de délicieuses spécialités italiennes chez Italia del Gusto. En cette fin d'année, je vous propose une parenthèse enchantée au cœur du marché de Noël de Sarreguemines. Jérémy Kahn, le manager de Centre-Ville, m'accompagnera pour découvrir les nombreuses animations imaginées par la ville. Il me guidera également parmi les 35 chalets d'exposants dans une ambiance féerique où se mêlent parfums de vin chaud et gourmandises sucrées et salées. À découvrir ce samedi sur Mosaïque Cristal.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un principe inscrit dans la Constitution. Ce 9 décembre est célébrée la journée de la laïcité, un moment important notamment pour les professionnels de l'éducation. Et je reçois aujourd'hui Daniel Fischer, maître de conférence en histoire moderne à l'INSPE de Lorraine. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Marie-Morgane. Merci d'être avec nous pour cette date très symbolique. Alors nous fêtons aujourd'hui les 120 ans de la loi 1905. Alors je le rappelle, elle garantit la liberté de conscience et le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Pourquoi c'est important de célébrer ce jour avec vos étudiants qui vont être pour beaucoup de futurs enseignants? Vous l'avez dit, la laïcité, c'est un des grands principes de notre République. Et donc, les valeurs de la République et les principes de la République sont nos références communes. Et donc, pour rassembler les Français, je pense que c'est toujours l'occasion d'avoir et de tenir un discours très clair sur ce qu'est la laïcité, ce que sont les valeurs de la République. Il ne faut pas confondre les principes de la République et les valeurs de la République. Et cette journée est l'occasion d'effectuer un certain nombre de rappels et de commémorer cet anniversaire, puisque la loi de 1905 est un moment important de l'histoire de la Troisième République. Mais vous l'avez dit, le principe de laïcité est mentionné dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de 1958. Donc c'est un principe qui, aujourd'hui encore, est central dans notre vie publique. Et est-ce que c'est encore plus important ici dans la région Alsace-Moselle? Tout à fait. Je pense notamment à nos étudiants et à leurs élèves, puisque nous formons les futurs professeurs des écoles, les futurs professeurs qui auront à enseigner dans des établissements dans lesquels se trouve et se déroule un horaire, 1 heure d'enseignement religieux par semaine. Et donc le discours au sujet de la laïcité peut entrer en contre-intuitivité avec la réalité du contexte scolaire des élèves. Rappelons que la Moselle et l'Alsace étaient allemandes en 1905 et qu'en 1924, lorsque le gouvernement souhaite instaurer la séparation des églises et de l'État en Alsace et en Moselle, des manifestations ont lieu dans nos régions, ce qui conduit au maintien des statuts précédents, donc le Concordat de 1801, les accords avec les institutions protestantes de 1802 et les accords avec les communautés israélites de 1808. Donc des règles napoléoniennes restent en place encore et jusqu'à aujourd'hui. Et vos étudiants de l'INSPE de Lorraine à Sarreguemines ont mené une action pour réaliser une grande affiche pour comprendre ce qu'est la laïcité. Notre journaliste Dimitri Claus était présent lors de sa présentation. On regarde tout de suite le reportage. Expliquer la laïcité en images. À l'INSPE de Sarreguemines, les étudiants de Master 1 ont passé près de 2 mois à travailler sur un projet commun, la création d'une grande affiche pédagogique consacrée à la laïcité. Un travail débuté en octobre, encadré par leur enseignant Daniel Fischer et qui réunit une dizaine de scènes illustrées façon sketch-note pour déconstruire les idées reçues. On peut voir les différents fondements de la laïcité. Également ici la spécificité du Concordat en Alsace-Moselle. Et là dans les nuages c'est plutôt des situations, des idées reçues, donc ceux qui flottent dans notre tête on peut dire. Une vingtaine d'étudiants ont participé à ce travail collectif, mêlant réflexion, recherche et mise en forme visuelle, un exercice qui leur a permis de s'approprier un sujet souvent mal compris. C'est un sujet essentiel vraiment, surtout en tant que futur professeur des écoles. Ça fait partie des valeurs de la République, donc de ceux qu'on va devoir enseigner plus tard. On a fait un travail en amont pour vraiment différencier ce que la laïcité est et ce que la laïcité n'est pas. Et donc ça a pris la forme des montgolfières pour justement rendre hommage aux fondateurs de textes sur la laïcité. L'affiche a été officiellement dévoilée ce jeudi lors d'un temps d'échange en présence d'Yves Cardellini, responsable de la mission Égalité, Diversité, Inclusion de l'Université de Lorraine. C'est important pour eux d'avoir une vision la plus complète possible de la laïcité et pouvoir être capable de répondre à des situations, de trouver des solutions à des situations qu'ils vont pouvoir rencontrer lorsqu'ils seront en milieu professionnel. C'est aussi une démarche qu'on souhaite au sein de la mission EDI, c'est donc aussi de permettre à des étudiants de réaliser des travaux. Une affiche désormais exposée sur le campus, pensée pour les futurs enseignants et destinée à mieux expliquer, transmettre et faire vivre ce principe essentiel dans les salles de classe.
Donc un beau projet mené. Justement, comment est-ce qu'on aborde cette thématique de la laïcité avec les étudiants au tout début de leur cursus? Alors effectivement, la laïcité fait partie des formations que nous proposons à l'INSPE de Lorraine. Nous avons plusieurs modules en Master 1 et en Master 2 consacrés à la question des valeurs et des principes de la République. Je dirais qu'en M1, on va vraiment cadrer les choses et offrir à la fois des rappels notionnels, parce que la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité sont des éléments que nos étudiants ont déjà abordés tout au long de leur cursus scolaire, mais on va faire quelques rappels notionnels, philosophiques, historiques sur la question. Et puis après, en M2, on va avoir des TP, des travaux pratiques, de comment transmettre, comment envisager la transmission des valeurs de la République. Et là, nos étudiants réfléchissent à un très grand nombre de situations qu'on peut rencontrer sur le terrain, vont aussi expertiser des projets ou des séquences que des collègues ont pu conduire et mener dans leur classe. Et tout ça, normalement, devrait leur permettre, à l'issue de leur formation, de devenir des experts de ces questions et de la transmission des valeurs et des principes de la République. Et justement, comment la laïcité s'applique à l'école aujourd'hui ? Alors, nous avons une loi qui a été votée en 2004 et qui inscrit l'école dans un contexte un peu particulier, puisque habituellement, la loi 1905 prévoit que les usagers des services publics puissent porter des signes religieux. Mais c'est vrai qu'à l'école, en 2004, a été fait le choix d'interdire le port de signes religieux visibles, parce qu'on estime qu'à l'école, la formation de l'esprit critique est en cours et que les élèves devraient être protégés d'un grand nombre de pressions qui peuvent exister dans la société englobante. Et on veut faire de l'école une sorte de sanctuaire où seul le savoir à sa légitimité et pour permettre aux élèves de grandir et de devenir des citoyens, de futurs citoyens adultes responsables et en capacité de faire leur choix. Si effectivement la pratique religieuse fait partie de leur choix, ce sera tout à fait possible pour eux et en accord avec la liberté de conscience que la loi de 1905 garantit aussi. Il faut toujours le rappeler. La laïcité, la loi de 1905, ce n'est pas qu'une liste d'interdits, c'est tout le contraire. La laïcité et la loi de 1905 sont des principes et une loi de liberté qui consolide la liberté, l'égalité, la fraternité. Et selon vous, est-ce que les enseignants sont suffisamment formés sur ce sujet ? Alors je dirais que les enseignants associent malheureusement parfois, en raison de faits divers et d'une actualité parfois délicate, la laïcité à des problèmes, à des problématiques, et donc essayent d'éviter, de contourner ces questions qui parfois peuvent susciter des échanges délicats, et quand on n'est pas préparé, ça peut être un exercice périlleux. Mais je dirais que depuis quelques années, on a massivement investi dans la formation des enseignants, la formation initiale et la formation continue des maîtres, des professeurs des collèges et lycées, qui ont plusieurs journées de formation sur ces questions très spécifiquement. Et aujourd'hui, quand on va sur le terrain, on se rend compte que ces questions-là sont abondamment traitées. Quand je me rends dans les salles de classe, je vois vraiment des affichages intéressants, intuitifs, très complets sur ces questions-là, en lien avec la liberté, la l'égalité, la fraternité, les valeurs et symboles de la République. Je vois la charte de la laïcité qui est dans les écoles, je la vois parfois en version simplifiée pour que les élèves puissent se l'approprier. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'on a avancé sur ces questions. Et vous parliez justement des événements. On a aujourd'hui une pensée pour Samuel Paty, notamment professeur qui a été assassiné en 2020. Un événement qui a remis à l'ordre du jour la question du rapport justement entre la religion et l'institution scolaire. Est-ce que ça fait partie des événements qui ont changé la manière d'enseigner justement cette thématique ? Écoutez, oui. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie. Avant d'avoir été affecté à l'université, j'ai enseigné dans des collèges-lycées pendant de nombreuses années. Donc, la mort de Samuel Paty a été un vrai traumatisme. J'étais le mois dernier au rendez-vous de l'histoire de Blois, où on a eu l'occasion d'entendre la sœur de Samuel Paty s'exprimer. Donc, c'est vraiment un drame fondateur dans notre profession, fondateur parce que ce drame a mis en lumière tous ces besoins qu'on avait d'être formés sur la question et on attendait aussi de nous, professeurs d'histoire-géographie, une réaction. Et c'est vrai qu'à l'INSPE de Lorraine, c'est ce drame qui a été le déclic d'une remise en question et d'une réflexion en profondeur sur comment mieux transmettre ce principe qui était incompris
incompris en France, mais aussi incompris à l'international, puisque la presse internationale, des caricatures dans d'autres journaux du monde entier, avaient plus ou moins fait passer l'idée que la laïcité serait contre les religions et que ce principe était et pouvait être générateur de tensions dans la société qui malheureusement s'exprimaient au travers de ces drames, de ce drame en particulier. Et donc notre rôle, c'est vraiment de tout remettre à plat et d'expliquer que non, la laïcité, c'est pas que des problèmes, la laïcité, ce sont des solutions. Et Samuel Paty était un grand défenseur de la laïcité, de la liberté d'expression. On lui rend hommage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chaque année, un prix Samuel Paty permet de récompenser les meilleures initiatives éducatives en matière de transmission des valeurs de la République et de la laïcité. Et c'est, je crois, le meilleur hommage qu'on peut lui rendre. Il y a aussi une autre problématique qui voit le jour depuis quelques années, les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus présents et où les élèves peuvent être exposés à des discours parfois extrêmes. Donc comment gérer du coup cette situation ? Je pense qu'il faut en avoir conscience de l'existence de ces influenceurs religieux qui voudraient qu'on conforme nos pratiques à leur vision de la religion. Donc je pense qu'il faut éduquer nos élèves en direction de l'esprit critique. Il faut aussi tout faire pour rendre désirables des conceptions stables et apaisées de ce qu'est la laïcité, de ce que sont les valeurs de la République. Et cette mise à disposition des valeurs et des principes que nous pensons désirables, ça permet aux élèves peut-être de pouvoir faire leur propre choix de manière consciente et éclairée. Et c'est parfois, et j'espère toujours, l'antidote à un certain nombre de discours extrémistes qu'on peut effectivement trouver en ligne. Le souci et notre difficulté, c'est que nous tenons une sorte de parole officielle et que les algorithmes des réseaux sociaux vous donnent l'impression que vous découvrez vous-même du contenu. Donc je crois que l'important, c'est de réussir à mettre les élèves en action, les mettre eux-mêmes en situation d'être en capacité de développer des projets et de comprendre que ces valeurs et ces principes de la République sont préférables, désirables à toute forme d'extrémisme et d'influence des religieux de tout pays qui, effectivement, inondent les réseaux sociaux de contenus qui peuvent toucher et influencer nos élèves. Donc justement, il y a beaucoup d'outils pédagogiques qui sont mis en place aujourd'hui, et même par les étudiants eux-mêmes. On a vu le projet de la grande affiche à l'INSPE de Lorraine. L'INSPE de Lorraine avait aussi remporté le prix de la laïcité du gouvernement en 2021-2022 pour la création de son jeu à l'école de la laïcité. Est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui par des enseignants ? Alors oui, le prix nous avait permis de financer l'achat d'un certain nombre de boîtes de jeux qui ont été diffusées, qui ont été distribuées dans les écoles de Moselle. Donc dans cette terre concordataire, on présente aux élèves ce qu'est la laïcité. Les images que vous diffusez en ce moment présentent le prototype du jeu, mais ensuite les éditions Bordas nous avaient fait confiance et avaient donc proposé ce jeu dans leur catalogue. Donc on était très fiers de cette réussite. Il est utilisé, j'ai l'occasion d'envoyer mes stagiaires sur le terrain et pas plus tard que la semaine dernière, une professeure stagiaire m'a dit « Ah ben j'ai vu dans cette classe l'utilisation du jeu laïcité de l'INSPE » et donc elle m'a apporté ce témoignage qui me prouve qu'effectivement, et surtout fin novembre et début décembre, au moment où les commémorations de la loi de 1905 battent leur plein, le jeu est très utilisé dans les classes et selon des modalités très différentes. Pour vous, aujourd'hui, quel est le rôle précis d'un enseignant dans la transmission du principe de laïcité ? Alors, dans un premier temps, je dirais que l'enseignant a un devoir d'exemplarité. Lui-même applique la neutralité, il n'émet aucune préférence, aucune expression politique ou religieuse, donc ça c'est très important. Et puis le rôle de l'enseignant, c'est de rendre accessible, d'expliciter ce que sont les principes et les valeurs de notre République, en utilisant des mots justes et en déconstruisant un certain nombre d'idées reçues qui peuvent naître effectivement de la fréquentation des réseaux sociaux ou qui peuvent naître aussi de certaines oppositions entre l'univers de la maison et l'univers de l'école. Et je crois que c'est important de ne pas construire une opposition trop frontale entre ces deux. C'est logique que des élèves qui peuvent à la maison vivre dans un contexte très religieux et à l'école entendre un discours plutôt émancipateur, c'est logique d'être dans un conflit de loyauté. Donc je trouve que le rôle de l'enseignant, c'est de ne pas insister sur une sorte de situation irréconciliable, de ne pas attiser ces conflits de loyauté, mais plutôt d'essayer de montrer les différents discours qui peuvent exister
en présentant bien sûr de manière privilégiée à l'école le discours de la laïcité, la culture scientifique, l'ouverture aux arts et tout ce qui concerne la liberté d'expression, la liberté de conscience que nos jeunes découvrent et dont ils seront bientôt, et on l'espère, les défenseurs. Merci beaucoup Daniel Fischer pour votre témoignage aujourd'hui, important d'autant plus pour cette journée de la laïcité. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Et très bonne journée à tous. Alors moi je suis né à Saint-Mandé en région parisienne, pas du tout dans le coin. Et ça fait 98 où on s'est installé ici. À force de monter à cheval et de voir les artisans maréchaux travailler, l'idée a fait son chemin et après avoir fait un CAP d'ébéniste, je me suis orienté vers un apprentissage en maréchalerie. Donc j'avais 17 ans. Mon patron d'apprentissage, M. Pasquet, à qui je dois énormément. C'est là que j'ai appris toutes les bases du métier, quoi. Je me suis débrouillé pour les faire aller travailler chez des patrons chez qui je pouvais apprendre des choses intéressantes. Sur Chantilly, donc le temple du cheval de galop. Et puis après, Salon de Provence, Francfort en Allemagne, le lac de Constance, le Bodensee, un petit peu en Alsace. Et après, je me suis mis à mon compte et je suis arrivé ici. Donc à force de forger, comme on dit le proverbe. Donc ça vient. Toute la partie théorique, ça s'apprend dans les bouquins, machin, etc. Mais d'aller au contact du cheval et de gagner sa confiance, c'est ça qu'on arrive à développer auprès de patrons qui savent le faire, qui savent transmettre. C'est la relation au cheval et le fait de pouvoir faire quelque chose pour améliorer le confort du cheval. C'est ça qu'il faut voir, c'est la question qu'on se pose quand on fait le cheval, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il marche de manière la plus confortable possible. Il faut vraiment être près du cheval, comprendre le cheval, s'adapter au cheval, parce que pas l'inverse, sinon ça marche pas. Quand j'aborde un cheval, quand j'ouvre la porte du box, le cheval doit sentir que je suis là pour son bien-être. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est là où on tire un peu de satisfaction, c'est de voir qu'un cheval qui nous a jamais vus, nous donne sa confiance en l'espace de quelques secondes. Voilà, j'ai des clients que j'ai depuis le début. Donc c'est plus tout à fait une relation client professionnelle, c'est des gens que je connais bien, qui me connaissent et tout. Et on travaille en toute confiance. Et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que ça me permet de suivre leurs chevaux sur une longue période. Ça me permet de voir l'évolution, ça me permet de pouvoir mieux appréhender le ferrage. Donc on regarde le cheval, comment il se déplace. Une fois qu'on a vu les aplombs, les défauts qui étaient à corriger ou pas, donc on enlève le vieux fer, on coupe la corne qui a poussé en excès, on sélectionne le fer à cheval qui correspond à la taille et au travail que doit effectuer le cheval, on l'ajuste, après on le broche avec les clous et on fait les rivets, la finition et puis voilà. En gros, c'est 1 heure de travail par cheval. Je suis arrivé à tisser des relations soit avec les ostéopathes, soit avec d'autres collègues maréchaux avec qui je m'entends très bien, soit des professionnels qui sont moniteurs, monitrices, etc., qui sont aussi des gens passionnés que moi. Et donc il y a une sorte d'émulation. Donc quand il y a un souci, une difficulté, on peut se retrouver autour d'une table, discuter, voir ce qui est le mieux pour le cheval. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Aller au boulot tous les jours avec le sourire. C'est de l'enthousiasme, sinon ça ne marche pas.